Bonsoir à tous. Mardi 13 mai, sur TF1, Emmanuel Macron nous a encore servi un grand show de 3 heures. Il a parlé de tout, des retraites, de la sécurité, de l'économie, des référendums. Mais franchement, est-ce que quelqu'un a vraiment eu l'impression qu'il répondait aux vraies préoccupations des Français ? Non. Moi, j'ai regardé, j'ai écouté attentivement et j'ai noté tout ce qu'il a dit, ou plutôt tout ce qu'il a évité de dire. Alors aujourd'hui, je prends la parole pour répondre à Emmanuel Macron, point par point, sur ce qui ne va pas dans sa politique et sur ce que les journalistes n'ont pas osé lui balancer en face. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Il y a 2 jours, Emmanuel Macron a dit qu'il voulait simplifier drastiquement les normes administratives et même fusionner la carte vitale à la carte d'identité. Ok, super, mais pardon monsieur le président, c'est ça votre priorité pour redresser l'économie française ? Parce que pendant ce temps-là, la dette publique a explosé. On a franchi les 3200 milliards d'euros, soit plus de 120% du PIB. Et sous votre présidence, elle a grimpé de plus de 1000 milliards d'euros. Ce n'est plus une pente glissante, c'est un gouffre. Et pour faire des économies, vous nous parlez de ne pas renouveler un fonctionnaire sur 2, sauf les soignants, les enseignants, les militaires. Donc en clair, il reste qui ? Les agents qui gèrent des services à bout de souffle, les guichetiers en sous-effectif dans les CAF et les préfectures, c'est vraiment pas sérieux. Et pendant que 83% des Français s'inquiètent de la dette publique selon l'IFOP, vous proposez quoi ? Un référendum sur des réformes économiques ? Très bien, mais alors pourquoi pas un référendum sur la manière dont vous dépensez notre argent ? Prenons un exemple concret, le Grand Paris Express, un super métro automatique de 200 km de ligne, 68 nouvelles gares censées désengorger l'Île-de-France. C'est un méga projet, mais il coûte 43 milliards d'euros et les rapports officiels parlent déjà de dérives budgétaires jusqu'à plus de 57 milliards. Et vous, monsieur Macron, vous avez dit « Le Grand Paris Express est un projet structurant. C'est l'un des plus grands chantiers d'infrastructure d'Europe et il est indispensable pour faire rayonner la région capitale. » Très bien, mais pendant ce temps-là, les hôpitaux n'ont plus de lits, les écoles tombent en ruine et plus de 300 établissements de santé sont en déficit. Le Grand Paris Express, c'est déjà plus de 600 € par Français. Est-ce qu'on a été consulté ? Est-ce que les gens de Marseille, de Lille ou de Clermont-Ferrand doivent payer pour un métro à Paris pendant que les services publics meurent à petit feu ? Donc on n'a pas d'argent pour sauver nos hôpitaux, mais on a 43 milliards pour faire rayonner Paris, et sans nous demander notre avis. C'est ça votre conception de la démocratie, monsieur Macron ? Vous nous avez vanté le quoi qu'il en coûte pendant le Covid, on ne va pas se mentir, sur le court terme, le quoi qu'il en coûte a évité quand même une catastrophe. Oui, il fallait éviter que des millions de gens se retrouvent à la rue, que des entreprises ferment en masse, que le chômage explose. L'État a mis plus de 300 milliards sur la table entre 2020 et 2022 pour soutenir l'économie. Résultat, le chômage n'a pas trop explosé, le PIB a rebondi en 2021, les faillites d'entreprises ont même reculé temporairement. Mais ce que vous ne dites pas, monsieur Macron, c'est le prix à payer maintenant. Aujourd'hui, il y a l'explosion de la dette publique. Il y a un effet d'addiction pour certains secteurs. Des aides mal ciblées ont permis à des entreprises zombies de survivre artificiellement. Il n'y a eu aucune transformation structurelle. L'argent n'a pas été investi pour moderniser notre industrie, notre agriculture, nos services publics. C'était du soutien d'urgence, mais sans vision. Et maintenant, les caisses sont vides. L'inflation a été aggravée par la relance désorganisée. En injectant massivement des liquidités sans augmenter l'offre, vous avez favorisé une flambée des prix, notamment sur l'énergie et les matières premières. Ce qu'il aurait fallu faire à la place, cibler les aides sur les secteurs vraiment essentiels et stratégiques. Ne pas subventionner des entreprises déjà déficitaires depuis des années. Protéger les indépendants, les PME, l'hôpital public. Conditionner les aides à des engagements écologiques et sociaux. Exiger des contreparties sur l'emploi local, la relocalisation, la transition énergétique. Pas d'aide sans obligation. La modernisation des services publics, notamment la santé et l'éducation. Et surtout, lancer un débat démocratique sur les priorités budgétaires. Consulter les citoyens via des conférences ou des référendums sur l'usage de l'argent public. Redonner du sens à la dépense publique avec transparence. Ce n'est pas le quoi qu'il en coûte qui est une erreur en soi, c'est d'avoir tout misé sur le pansement sans jamais soigner la plaie. Résultat, l'économie est sous perfusion, la dette explose et personne ne sait qui va payer l'addition. Mais face à une économie de plus en plus fragile et à une dette qui pèse sur l'avenir, il est essentiel de se demander si les Français peuvent se sentir en sécurité dans leurs rues, alors même que la délinquance ne cesse d'augmenter. Alors comme ça, Emmanuel Macron débat avec Robert Ménard et il nous sort qu'il veut désormais lutter plus durement contre le narcotrafic. Très bien, mais pourquoi faut-il encore attendre 8 ans de mandat pour enfin avoir cette prise de conscience ? 8 ans que vous êtes aux commandes. Et tout ce que vous nous proposez aujourd'hui, ce sont les mêmes promesses recyclées depuis 2017.
En 2024, selon le ministère de l'Intérieur, les violences physiques ont encore augmenté de 7%, les cambriolages de 4% et les agressions sur la voie publique se banalisent. Dans certains quartiers, ce n'est plus l'État qui fait la loi, ce sont les trafiquants. En 2023, la France a connu 47 règlements de compte mortels liés au trafic de drogue, un record depuis 20 ans. À Marseille, une fusillade tous les 3 jours au printemps 2023. À Nanterre, Grenoble, Roubaix, les riverains n'osent même plus descendre le soir. Et pourtant, Macron s'en tient au mot « encore ». Et les prisons, parlons-en. Aujourd'hui, la France compte environ 82 000 détenus pour seulement 62 000 places. Résultat, 4 000 matelas posés à même le sol dans les cellules. Un taux d'occupation de plus de 140% dans certaines maisons d'arrêt. Des surveillants pénitentiaires épuisés et des récidivistes libérés faute de place. Et la solution de Macron, louer des places de prison à l'étranger. Oui, il a dit envisager d'envoyer des détenus français en Espagne ou dans d'autres pays européens. Mais est-ce que c'est ça la souveraineté pénale française en 2025 ? Externaliser nos détenus comme des colis encombrants ? Pourquoi ne pas plutôt lancer un grand plan de construction de prisons modernes à taille humaine avec un vrai suivi de réinsertion ? Et surtout, appliquer les peines. En 2023, plus de 120 000 peines de prison ferme sont restées non exécutées faute de moyens ou de place. Vous dites vouloir lutter contre les trafics, mais en réalité, le terrain est abandonné. Les trafiquants tiennent les halls d'immeubles, contrôlent les rues, recrutent des mineurs pour faire les guetteurs. Et vous faites des opérations place nette devant les caméras. Quelques arrestations, 2 jours de présence policière, puis tout recommence. C'est ça la stratégie de votre gouvernement, des coups de com' pendant que les familles vivent sous la menace ? Pourquoi ne pas renforcer les moyens des polices locales durablement ? Pourquoi refuser les peines planchées pour les récidivistes ? Pourquoi avoir abandonné la double peine pour les délinquants étrangers ? Les Français, eux, ont déjà tranché. 82% d'entre eux réclament des mesures concrètes contre l'insécurité. 68% estiment que la justice est trop laxiste. Et 64% soutiennent le retour de la double peine pour les étrangers délinquants récidivistes. Mais alors voici ce que les journalistes auraient dû vous demander. Monsieur Macron, pourquoi après 8 ans au pouvoir, l'insécurité continue d'augmenter ? Pourquoi refusez-vous de prendre les mesures que les Français attendent ? Parce que la liberté, ce n'est pas juste un mot sur une affiche. La liberté, c'est aussi pouvoir vivre sans avoir peur de prendre le métro, de rentrer tard ou de croiser un dealer armé en bas de chez soi. Et quand on parle de la sécurité de nos concitoyens, il est tout aussi crucial de réfléchir à la sécurité de leur avenir, notamment en matière de retraite. Une réforme qui, loin de protéger les plus vulnérables, semble les pénaliser davantage. Monsieur Macron, vous l'avez encore répété face à Sophie Binet, la réforme des retraites est nécessaire. Vous avez cité la Suède, l'Allemagne en expliquant que la France ne pouvait pas faire autrement. Très bien, mais nécessaire pour qui exactement ? Pour les cadres qui font du télétravail et partent en bonne santé à 65 ans ? Ou pour les ouvriers qui bossent de leurs mains, qui ont mal au dos à 50 ans et qui meurent parfois même avant de toucher une pension complète ? L'espérance de vie dépend de la classe sociale. Ce que vous ne dites pas, Monsieur le Président, c'est que l'espérance de vie en bonne santé varie de plus de 13 ans entre le cadre et l'ouvrier. Un cadre peut espérer vivre 23 ans à la retraite, un ouvrier à peine 10 ans et parfois moins. Et pourtant, vous imposez à tout le monde le même âge de départ. Et que dire des femmes ? Elles gagnent effectivement 25% de moins que les hommes en moyenne. Elles travaillent 1 jour par semaine gratuitement à comparer. Elles ont des carrières plus hachées à cause des maternités. Elles partent déjà plus tard que les hommes en moyenne. Résultat, elles touchent des pensions plus faibles et devront désormais cotiser plus longtemps pour avoir une retraite à taux plein. Sophie Binet avait raison de le souligner et vous avez éludé. En mars 2023, 70% des Français étaient opposés à votre réforme. 93% des salariés étaient contre dans les professions pénibles comme la santé, le nettoyage ou les transports. Et pourtant, vous avez passé votre loi à coup de 49.3 sans vote à l'Assemblée. Et aujourd'hui, vous avez l'audace de dire que vous voulez plus de démocratie via des référendums économiques ? Alors pourquoi ne pas avoir consulté les Français sur la réforme la plus contestée de votre quinquennat ? D'autres solutions existaient, mais vous les avez ignorées. Taxer les super profits des géants du CAC 40, refusé. Réformer les niches fiscales les plus injustes, refusé. Lutter réellement contre l'évasion fiscale, silence complet. Sanctionner les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale. Autrement dit, vous préférez faire payer l'addition aux caissières, aux aides-soignantes, aux livreurs à vélo, pas à vos amis du MEDEF. Voici ce que les journalistes auraient dû vous dire mardi. Monsieur Macron, votre réforme n'est pas juste, elle n'est pas démocratique, elle est politique et elle en dit long sur vos priorités. Préserver les fortunes, faire payer les plus modestes. Parce qu'au fond, vous ne voulez pas sauver les retraites, vous voulez sauver la logique comptable d'un système inégalitaire.
Mais alors, dans un contexte où chaque décision semble avoir des répercussions sur les Français, il est étonnant de voir que certains sujets, comme l'immigration, sont évités à tout prix. Pourtant, ce débat est essentiel pour l'avenir du pays. Monsieur Macron, vous avez été catégorique. Un référendum sur l'immigration, ce n'est pas pour demain. Vous nous avez dit que c'était pas un sujet pour une consultation populaire. Très bien. Mais attendez, qui êtes-vous pour décider ce que les Français ont le droit de débattre? Marine Le Pen, Jordan Bardella et d'autres représentants du Rassemblement national ont réclamé un référendum sur l'immigration. Et devinez quoi? Les sondages sont clairs, 65% des Français veulent être consultés sur ce sujet. Pourquoi leur refuser ce droit fondamental de dire ce qu'ils pensent de cette question qui touche directement leur quotidien? Et oui, parce que sous votre mandat, les demandes d'asile ont explosé. En 2024, 140 000 demandes ont été enregistrées, contre 100 000 en 2017, une augmentation de 40%. Mais voilà, les expulsions d'étrangers en situation irrégulière stagnent. En 2024, seulement 15 000 expulsions ont eu lieu, un chiffre quasi identique à celui de 2017. C'est 13 fois moins que les demandes d'asile. Résultat, les étrangers en situation irrégulière restent sur le sol français, souvent dans des conditions précaires, pendant que la population française se sent de plus en plus désemparée face à une situation incontrôlable. Vous parlez d'indépendance nationale, mais comment être réellement indépendant si on ne contrôle même pas ses propres frontières? Les Français sont-ils en sécurité si chaque année des milliers de personnes entrent dans le pays sans véritable contrôle? Si chaque année des centaines de personnes restent en situation irrégulière? Le contrôle des frontières, c'est la base de la souveraineté d'un pays. Et pourtant, sous votre présidence, les contrôles frontaliers ont été allégés, notamment en raison des accords européens. Par ailleurs, l'Union européenne semble plus préoccupée par la gestion des migrants dans les pays comme la Grèce ou l'Italie que de garantir un contrôle véritable aux frontières internes de l'espace Schengen. Mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là, monsieur Macron. Votre diplomatie de l'ouverture a aussi montré ses limites. Prenons l'exemple des tensions avec l'Algérie, où le gouvernement algérien a expulsé plusieurs fonctionnaires français en réponse à la situation des migrants en France. Vous vous vantez de mener une politique internationale ambitieuse, mais comment défendre l'indépendance de la France sur la scène internationale si votre propre politique intérieure est inefficace? Pourquoi ne pas instaurer une politique d'immigration qui respecte les attentes des Français? Les sondages sont très clairs, les Français souhaitent un contrôle rigoureux de l'immigration, un renforcement des critères d'asile et des expulsions plus nombreuses. Mais vous préférez regarder ailleurs, refusant même le débat public sur ce sujet majeur. Si vous êtes convaincu que votre politique est juste, pourquoi ne pas soumettre ce sujet au peuple français? Pourquoi avoir peur d'un référendum alors que 65% des Français soutiennent un référendum sur l'immigration? Si ce n'est pas un sujet à débattre, alors qu'est-ce qui mérite d'être discuté dans une démocratie? Mais alors voici ce que les journalistes auraient dû vous demander. Monsieur Macron, votre refus de consulter les Français sur l'immigration semble plus être une manière de fuir un débat difficile plus que défendre l'intérêt national. Pourquoi prendre de telles décisions sans l'aval de la population, sans les inclure dans une discussion transparente et démocratique? Les Français n'ont pas peur de la vérité. Ils veulent simplement être écoutés, eux qui sont directement impactés par votre politique. Et enfin, parlons environnement, un sujet où vous vous présentez comme le champion, mais où les résultats sont, disons, mitigés. Salomé Saké vous a interpellé sur l'environnement et vous avez répondu par de belles phrases sur la transition écologique et le réveil européen. Mais soyons honnêtes, monsieur le président, votre bilan écologique est quand même une catastrophe. Depuis 2017, la France a réduit ses émissions de CO2, soi-disant avec votre graphique discutable, de 19% depuis 2017, ce qui reste quand même très loin des objectifs de l'accord de Paris qui demandait une réduction de 40% d'ici 2030. Mais ce que personne n'a dit lors de votre interview, monsieur le président, c'est que c'est facile de dire « Regardez, j'ai réduit les émissions de CO2 de 19% en France depuis 7 ans, je suis meilleur que les anciens présidents ». Mais en réalité, ce que vous oubliez de mentionner, c'est que cette réduction n'est en grande partie que théorique. Pourquoi ? Parce que vous avez délocalisé une énorme partie de notre production industrielle en Chine ou dans d'autres pays à bas coût. Ce qui fait que, effectivement, les émissions de CO2 sur le sol français diminuent, puisque concrètement, il y a énormément moins de production industrielle sur notre sol. Vous avez juste déplacé le problème. La pollution ne disparaît pas, elle a simplement changé de géographie. C'est une solution de façade, mais pas une réelle réponse à la crise climatique. Vous nous parlez de réveil écologique, mais ce n'est qu'un discours vide. Vous avez promis de faire de la France un leader mondial de la transition énergétique, mais les résultats sont loin de suivre. Pendant ce temps, la Chine et l'Inde augmentent massivement leur production d'énergie renouvelable, tandis que nous contentons de petites avancées et de délocaliser.
Vous parlez aussi de réveil agricole, mais la vérité c'est que vous soutenez l'agro-industrie plutôt que les agriculteurs bio. Vous avez promu des accords de libre-échange avec des pays comme le Mercosur, ce qui a permis l'importation massive de produits agricoles polluants issus de l'agriculture intensive avec une empreinte carbone qui pèse lourdement sur notre planète. Les pesticides glyphosate que vous avez tardivement décidé de limiter en France continuent d'être utilisés à grande échelle dans certaines régions agricoles. Vous parlez de soutien à la transition, mais vous continuez de subventionner une agriculture destructrice de l'environnement. De même, les subventions aux énergies fossiles sont toujours là. Par exemple, le kérosène pour l'aviation reste exonéré de taxes alors qu'il est responsable de près de 5% des émissions mondiales de CO2. Pourquoi n'avez-vous pas mis fin à cette aberration fiscale? Alors, Monsieur le Président, pourquoi ne pas interdire les vols courts qui sont responsables de l'augmentation des gaz à effet de serre, comme le réclament les militants écologistes? Vous êtes en train de vendre l'illusion d'un verre pendant que vous autorisez la pollution publique à grande échelle. Ce n'est pas avec de la communication verte qu'on sauvera la planète, mais avec des mesures fortes et efficaces. Voici alors ce que les journalistes auraient dû vous dire. Monsieur Macron, votre discours écologique ne trompe plus personne. Les Français veulent des mesures concrètes. Taxer les pollueurs, investir dans des transports publics efficaces, protéger les agriculteurs bio, réduire réellement les émissions de CO2, pas des promesses recyclées pour 2030. Pas des aides à l'agro-industrie, ni des exonérations pour les plus polluants. Ils veulent des actes, pas des mots. Les Français veulent un avenir durable, mais ils ne croient plus aux beaux discours écologiques sans résultat. Il est temps que vous agissiez, Monsieur Macron. Mais alors, Monsieur le Président, après 3 heures sur TF1, qu'est-ce qu'on retient? Des promesses de référendum, mais pas sur les sujets qui fâchent. Des paroles sur la liberté, mais des Français qui se sentent moins libres, moins riches, moins en sécurité. Vous parlez de ressaisissement collectif, mais les Français ne veulent pas de mots, ils veulent des actes. 74% d'entre eux sont mécontents de votre action selon l'IFOP. Chiffre tout à fait officiel. Et moi, comme des millions de Français, je vous dis, il est temps d'écouter vraiment. Cette vidéo, c'est ma réponse, mais c'est aussi la vôtre. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous auriez voulu dire à Monsieur Emmanuel Macron. Partagez, réagissez et ensemble faisons entendre notre voix. Parce que la France, ce n'est pas seulement l'Élysée, c'est nous tous. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et ciao!